mon nom est Hélène. J'ai 69 ans. Et je viens de réaliser quelque chose que j'aurais dû comprendre il y a longtemps. Pour ma propre fille, je ne suis rien de plus qu'une ressource, un portefeuille sur pattes, une vieille femme qui est encore utile à quelque chose, payer des factures, offrir des voitures, se taire. Mais il n'avait aucune idée que j'avais tout préparé. La fête a commencé à 18h. 40 personnes dans le jardin de Catherine, ma fille. Des ballons roses suspendus aux arbres, des tables décorées de nappes couleur crème, une douce musique de jazz sortant des haut-parleurs. Tout semblait parfait. Tout semblait normal. Je suis arrivé à 17h30. Je portais une discrète robe vert olive, celle que j'utilise toujours pour les événements familiaux. Personne ne m'a accueilli à la porte. Personne ne m'a demandé si j'avais besoin d'aide pour porter mon sac. Je suis entré seul. Je me suis assis seul. J'ai attendu seul. Catherine était occupée à s'occuper des invités. James, son mari, parlait à ses cousins près du barbecue. Carole, sa belle-mère, était assise au centre de la table principale comme si elle était l'hôtesse, comme si c'était sa maison, comme si c'était sa fête. J'observais tout depuis mon coin. J'ai toujours été douée pour observer, silencieuse, mais attentive. Pendant des années, j'ai appris à me taire, à ne pas déranger, à ne pas réclamer d'espace. J'ai appris que ma place était sur le côté, que ma valeur résidait dans ce que je pouvais donner, non dans ce que je pouvais faire. 30 minutes se sont écoulées avant que Catherine ne s'approche de moi. Elle avait un verre de vin blanc à la main. Elle m'a fait un rapide baiser sur la joue. Elle m'a demandé si j'étais à l'aise. J'ai dit oui. Elle a souri. Un sourire automatique et vide, le genre que l'on fait par obligation. Puis elle est retournée vers les autres. James ne m'a même pas regardé. À 19h, quand tout le monde était assis pour manger le roast-beef et la purée de pommes de terre, je me suis levé et j'ai demandé la parole. Le bruit a diminué. La conversation s'est arrêtée. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. J'ai senti le poids de 40 paires d'yeux sur moi. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai sorti les clés de mon sac. Les clés de la voiture, une voiture neuve, toute neuve, de couleur argentée. Elle m'a coûté $22 000. $22 000 que j'ai économisés pendant 3 ans. $22 000 qui provenaient de ma sécurité sociale et de la pension de mes emplois occasionnels, de mes nuits blanches à me demander si un jour ma fille me regarderait à nouveau comme avant. J'ai marché vers Catherine. Je lui ai tendu les clés. Ses yeux se sont écarquillés de surprise. Tout le monde a applaudi. Il y a eu des cris d'excitation. Quelqu'un a dit, « Quelle mère généreuse !» Un autre a dit, « Catherine, tu as tellement de chance. » Elle a pris les clés. Elle m'a serré dans ses bras, une étreinte courte, froide, calculée. Puis elle s'est tournée vers James et lui a montré les clés. Il a souri. Ce sourire qui m'a toujours donné des frissons. Ce sourire qui cache quelque chose de sombre. Carole s'est levée de table et s'est approchée d'eux. Elle a pris les clés des mains de Catherine sans demander la permission. Elle a dit quelque chose à voix basse. James a hoché la tête. Tous les trois sont sortis dans le jardin où la voiture était garée. Je suis resté là, à les regarder s'éloigner. Personne d'autre ne semblait le remarquer. Tout le monde continuait à manger, à rire, à boire, comme si de rien n'était. Comme si je n'avais plus d'importance. J'ai attendu 5 minutes, 10, 15. Puis, calmement, j'ai laissé mon assiette sur la table et je me suis dirigé vers la terrasse. Mes pas étaient lents, mesurés. Je sentais mon cœur battre vite, mais mon visage restait serein. Quand je suis arrivé sur la terrasse, je l'ai vue, la voiture argentée brillant sous la lumière de l'après-midi. Et là, assise sur le siège du conducteur, se trouvait Carole. James était à côté d'elle, penché, lui expliquant le fonctionnement des commandes. Catherine se tenait près de la porte passager, regardant, souriant comme si c'était la chose la plus normale du monde. Carole a tourné le volant. Elle a doucement appuyé sur l'accélérateur. Elle a ri. Elle a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. James a ri aussi. Catherine est restée silencieuse, mais n'a rien fait pour les arrêter. Je suis resté là, immobile, à les regarder. Personne n'a remarqué ma présence. Personne ne s'est tourné pour me regarder. Personne n'a demandé ce que je faisais là. J'étais invisible, transparente, inexistante.
Puis quelque chose en moi s'est brisé. Ce n'était pas une explosion. C'était une rupture silencieuse, profonde, définitive, comme une fissure dans un verre qui a supporté trop de pression pendant trop longtemps. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait de scène. Je me suis juste retourné et je suis revenu à la fête. Je me suis assise à ma place. J'ai bu une gorgée d'eau. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il revienne. J'ai attendu qu'il s'assoie. J'ai attendu qu'il continue à faire semblant que tout allait bien, parce que je connaissais déjà la vérité et ils allaient la découvrir aussi. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il fut un temps où Catherine me regardait avec des yeux différents. Il fut un temps où j'étais son monde entier et elle était le mien. Elle est née un mardi d'octobre, il y a 35 ans. Elle pesait 3,2 kg. Elle avait les yeux sombres comme son père, des cheveux noirs, bouclés, rebelles. Dès le premier instant où je l'ai tenue dans mes bras, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour elle, tout ce qui était nécessaire, sans limite, sans condition. Son père, Robert, est mort quand elle avait 7 ans. Un accident à l'usine où il travaillait. Une poutre mal fixée, une seconde de distraction, et soudain je me suis retrouvé seul. Veuve à 36 ans avec une petite fille et aucun plan de secours. Je n'ai pas eu le temps de pleurer autant que je le voulais. Je n'ai pas eu le temps de m'effondrer. J'avais une fille à nourrir, à habiller, à éduquer. Alors, j'ai travaillé. J'ai fait n'importe quel travail, nettoyer des bureaux le matin, laver du linge l'après-midi, cuisiner chez des inconnus le week-end. Je dormais 4 heures par nuit, parfois moins. Catherine n'a jamais su combien de fois j'ai sauté des repas pour qu'elle puisse avoir les siens. Elle n'a jamais su combien de mois mes chaussures avaient des trous pour que je puisse lui en acheter de nouvelles. Elle n'a jamais su que j'avais vendu les quelques bijoux que j'avais, ceux que Robert m'avait offerts, pour payer son école privée. Je voulais qu'elle ait ce que je n'avais jamais eu. Des opportunités, une éducation, un meilleur avenir. Je voulais qu'elle soit quelqu'un, qu'elle ne dépende de personne, qu'elle n'ait jamais à s'incliner devant la vie comme je l'ai fait. Et elle l'a fait. Elle a obtenu son diplôme universitaire. Elle a trouvé un bon travail dans une entreprise de design graphique. Elle gagnait bien sa vie. Elle vivait bien. Elle était indépendante, forte, confiante. J'étais fier. Si fier que parfois ma poitrine me faisait mal de tant d'émotions. Mais ensuite, James est apparu. Elle l'a rencontré lors d'une conférence de travail. C'était un vendeur de matériel technologique, bavard, charmant, avec cette fausse confiance qu'ont les hommes qui ont besoin d'impressionner pour exister. Au début, il semblait poli, gentil. Il m'apportait des fleurs quand il venait la voir. Il me demandait comment j'allais. Il m'appelait respectueusement Madame Hélène. Mais j'ai vu quelque chose dans ses yeux, quelque chose de froid, de calculateur, un regard qui évaluait, qui mesurait, qui cherchait les faiblesses. J'ai dit à Catherine d'être prudente, de ne pas se précipiter, de mieux le connaître avant de prendre de grandes décisions. Elle s'est fâchée. Elle m'a dit que j'étais méfiante, que je cherchais toujours des problèmes là où il n'y en avait pas, que James était un homme bien et que je devrais lui donner une chance. Alors, je me suis tu. J'ai ravalé mes doutes. J'ai souri quand il fallait sourire. J'ai fait semblant quand il fallait faire semblant. Ils se sont mariés 1 an plus tard. Le mariage a coûté 8 000 $. J'en ai payé la moitié. J'ai vendu ma vieille voiture pour pouvoir le faire. Catherine n'a pas demandé d'où venait l'argent. Elle l'a simplement accepté comme si c'était mon obligation. Comme si c'était naturel. Après le mariage, tout a changé, lentement mais constamment, comme une maladie silencieuse qui progresse sans que vous vous en rendiez compte. Les appels sont devenus moins fréquents, les visites sporadiques. Les dîners du dimanche, qui étaient autrefois sacrés, ont été annulés avec des excuses vagues. On a des projets, maman. On est occupé, maman. Un autre jour, maman. James avait toujours une raison. Un engagement professionnel. Une réunion de famille de son côté. Un voyage de dernière minute. Et Catherine le suivait. Elle le suivait toujours. Puis j'ai rencontré Carole, la mère de James, une femme de 66 ans. Cheveux teints en acajou, longs ongles peints en rouge foncé, vêtements chers qui criaient un argent qu'ils n'avaient pas. Elle parlait fort, riait plus fort, et traitait Catherine comme si elle était son assistante. La première fois que je l'ai vue,
nous étions dans un restaurant pour fêter l'anniversaire de Catherine. Carole est arrivée en retard. Elle s'est assise sans s'excuser et a commencé à se plaindre de tout. La nourriture était froide. Le service était lent. La table était mal située. Catherine s'excusait pour des choses qui n'étaient pas de sa faute. James riait comme si tout était une blague. J'ai essayé d'engager la conversation. J'ai interrogé Carole sur sa famille, sur son travail. Elle m'a regardé avec mépris. Elle a répondu par des monosyllabes. Puis elle s'est tournée vers Catherine et a commencé à lui parler comme si je n'étais pas là. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai senti un poids dans mon estomac, un sentiment de danger, de menace, comme lorsqu'un animal sent que quelque chose de mal est sur le point de se produire. Les mois ont passé. Les choses ont empiré. Catherine a cessé de me demander comment j'allais. Elle a cessé de s'intéresser à ma vie. Quand nous parlions, c'était toujours d'elle, de ses problèmes, de ses besoins, de son argent, car oui, elle a commencé à demander de l'argent. Au début, c'était de petites sommes. 100 $ par-ci, 200 $ par-là. C'est juste un prêt, maman. Je te rembourserai le mois prochain. Elle n'a jamais remboursé. Puis les montants ont augmenté. 500 $ pour une réparation de voiture, 1000 $ pour une dette de carte de crédit, 2000 $ pour un prétendu problème juridique de James que je n'ai jamais pleinement compris. J'ai payé. J'ai toujours payé, parce que c'était ma fille, parce que je pensais que si je l'aidais, elle redeviendrait la petite fille qui me serrait dans ses bras avant de dormir, l'adolescente qui me demandait conseil, la jeune femme qui me disait que j'étais son héroïne. Mais elle n'est jamais revenue. À un moment donné, j'ai cessé d'être sa mère. Je suis devenu sa banque, sa solution, sa ressource d'urgence. Et maintenant, assise à cette fête, en voyant sa belle-mère conduire la voiture que je lui ai offerte, je comprends douloureusement que j'ai perdu ma fille il y a longtemps. La question est, quand exactement a-t-elle cessé de m'aimer? Était-ce progressif ou y a-t-il eu un moment précis? Était-ce ma faute de lui avoir trop donné? Ou était-ce leur faute de lui avoir appris à prendre sans remercier? Je ne sais pas. Et peut-être que ça n'a plus d'importance. Ce qui importe maintenant, c'est ce que je vais faire à ce sujet. 3 mois avant la fête, j'ai trouvé quelque chose que je n'aurais pas dû voir. C'était un samedi matin. Catherine m'avait demandé d'aller chez elle pour récupérer des boîtes de vieux vêtements qu'elle était soi-disant censée donner. Elle a dit qu'elle serait sortie toute la journée, que les boîtes étaient dans la chambre d'amis et que je devais juste prendre ce dont j'avais besoin. Je suis arrivé tôt. J'ai sonné à la porte. Personne n'a répondu. J'ai utilisé la clé qu'elle m'avait donnée il y a des années, celle que je n'ai jamais su si je devais garder ou rendre. Je suis entré. La maison était silencieuse, vide, froide. Je suis allé directement à la chambre d'amis. Les boîtes étaient là, empilées contre le mur. Mais quand j'ai essayé de les déplacer, l'une d'elles s'est renversée. Le contenu s'est répandu sur le sol. Des vêtements, des chaussures, des papiers, beaucoup de papiers. Je me suis agenouillé pour les ramasser. Je ne voulais pas laisser de désordre. Je ne voulais pas que Catherine pense que j'avais fouiné. Mais j'ai alors vu quelque chose, une enveloppe en manille ouverte avec mon nom écrit en haut. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai sorti les documents. C'étaient des copies de l'acte de propriété de ma maison. La maison où je vivais, celle que Robert et moi avions achetée il y a 30 ans. La maison qui était la seule chose qui m'appartenait vraiment. Les actes étaient annotés, soulignés, avec des notes manuscrites dans la marge. J'ai reconnu l'écriture de James. Valeur estimée 95 000 $. Pas d'hypothèque au nom d'Hélène Miller. Il y avait d'autres papiers, des relevés de comptes bancaires, les miens. Je ne comprenais pas comment il les avait obtenus. Il y avait des cercles rouges autour des montants. Mes économies, mon chèque mensuel de sécurité sociale, tout était enregistré, tout était calculé. Et puis j'ai vu quelque chose de pire. Une conversation imprimée. Des messages entre James et Carole. Datés de 2 semaines plus tôt. James, la vieille a plus que ce qu'on pensait. La maison vaut près de 100 000 $ et elle a encore des économies. Carole, alors il faut accélérer les choses. Catherine doit la convaincre de mettre la maison à son nom pour des raisons de sécurité. Dis-lui ça. James, j'ai déjà essayé. Elle résiste. Elle dit qu'elle veut garder son indépendance. Carole, eh bien,
Insiste ou trouve un autre moyen. On ne peut pas attendre qu'elle meure. On a besoin de cet argent maintenant. Les mots se sont plantés dans ma poitrine comme des éclats de verre. J'ai lu le message 1, 2, 3 fois. Ça faisait de plus en plus mal. J'ai continué à lire. Il y avait d'autres messages. Beaucoup d'autres. Catherine, maman m'a demandé pourquoi on avait besoin de tant d'argent dernièrement. James, dis-lui n'importe quoi. Dis que c'est pour investir. Dis que c'est pour notre avenir. Peu importe. Catherine, je me sens mal de lui mentir. Carole, ne sois pas stupide. Elle a vécu sa vie. Maintenant, c'est ton tour. Cet argent devrait être à toi de toute façon. Catherine, tu as raison. C'est juste que parfois. James, parfois quoi? Ne me dis pas que tu as des doutes. Catherine, non. Je pense juste qu'on devrait être plus prudent. Je ne veux pas qu'elle se doute de quelque chose. Je ne pouvais plus respirer. Mes mains tremblaient. Le papier se froissait entre mes doigts. J'ai eu la nausée. J'ai ressenti de la colère. J'ai ressenti un vide si profond que j'ai cru qu'il allait m'engloutir. Ma fille, ma propre fille. Elle savait ce qu'il faisait. Elle ne le savait pas seulement. Elle participait. Elle acceptait. Elle justifiait. Je me suis assise par terre, là, entourée de papiers et de mensonges. Je n'ai pas pleuré. Les larmes ne sont pas venues. C'était comme si mon corps avait oublié comment faire. Je suis juste resté là, à regarder le mur, essayant de digérer ce que je venais de découvrir. Depuis combien de temps planifiait-il cela? Des mois? Des années? Est-ce que chaque prêt qu'il m'avait demandé faisait partie du plan, chaque visite annulée, chaque appel ignoré? J'ai pensé à toutes les fois où Catherine m'avait dit qu'elle m'aimait. J'ai pensé à tous les cadeaux que je lui avais offerts. J'ai pensé à tous les sacrifices que j'avais faits. Et je me suis demandé si cela avait jamais été réel, si cela avait jamais signifié quelque chose pour elle. J'ai gardé les papiers. Je les ai pliés soigneusement et je les ai mis dans mon sac. Puis j'ai tout remis en ordre. J'ai fermé la boîte. J'ai quitté la maison. J'ai verrouillé la porte. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Sur le chemin du retour, mon esprit tournait à plein régime. Options, possibilités, stratégies. Parce qu'une chose était claire. Je ne pouvais pas les affronter. Pas encore. Si je le faisais maintenant, si je leur disais que je connaissais la vérité, ils trouveraient un autre moyen de me tromper. Ils seraient plus prudents, plus discrets. Non, j'avais besoin de temps. J'avais besoin de réfléchir. J'avais besoin d'un plan. Cette nuit-là, chez moi, seul dans le noir, j'ai sorti les papiers et je les ai lus à nouveau. Cette fois, calmement, avec froideur, comme s'il s'agissait de documents concernant une étrangère, comme s'ils ne parlaient pas de ma vie, de ma famille, de mon cœur brisé. Et puis quelque chose a changé en moi. Ce n'était pas un moment de clarté. C'était quelque chose de plus sombre, de plus profond, une décision qui se forme dans les parties de vous que vous ne saviez pas exister. S'ils me voyaient comme une source d'argent, alors je leur donnerais ce qu'ils attendaient. Je continuerais à être la mère généreuse, la vieille femme naïve, la femme facile à manipuler. Mais pendant qu'ils jouaient leur jeu, je jouerais le mien. Et le moment venu, quand j'aurais toutes les pièces en place, je leur apprendrais quelque chose qu'ils avaient clairement oublié. Que sous-estimer une femme silencieuse est l'erreur la plus dangereuse que l'on puisse commettre. J'ai appelé Denise cette même nuit, ma seule véritable amie, la seule personne en qui je pouvais encore avoir confiance. Je lui ai dit, j'ai besoin de ton aide, et j'ai besoin que tu ne poses pas de questions pour l'instant. Elle a répondu sans hésitation. Dis-moi ce dont tu as besoin. Et c'est ainsi que tout a commencé. Le plan, la vengeance, la justice, ou peut-être simplement ma libération. Denise est venue chez moi le lendemain. Elle a apporté du café et un pain à la cannelle comme si c'était une visite normale. Mais quand j'ai fermé la porte et que je lui ai montré les papiers, son visage a changé. Je l'ai vu pâlir. Je l'ai vu serrer la mâchoire. Je l'ai vu passer d'une amie compréhensive à une alliée féroce en quelques secondes. Fils de pute, a-t-elle dit, et elle ne s'est pas excusée pour le langage. Je ne lui ai pas demandé de le faire non plus. Nous nous sommes assises à la table de la cuisine. J'ai étalé tous les documents devant nous, les messages, les comptes,
les déclarations écrites, tout était là, la preuve complète d'une trahison calculée, froide, systématique. Denise a lu chaque papier attentivement. Puis elle m'a regardé avec ses yeux gris qui avaient toujours semblé capables de voir au-delà des mensonges. « Qu'est-ce que tu veux faire » m'a-t-elle demandé. « Je ne sais pas » ai-je répondu. Et c'était vrai. La colère m'avait apporté de la clarté, mais pas de direction. Je savais que je ne pouvais pas rester immobile. Je savais que je ne pouvais pas faire semblant que rien ne s'était passé, mais je ne savais pas comment procéder. « Moi, je sais » a dit Denise. « Tu dois te protéger, légalement, financièrement, émotionnellement. Et tu dois le faire maintenant. » Elle avait raison. Bien sûr, elle avait raison. Mais quelque chose en moi résistait. Il y avait encore une petite parcelle d'espoir maternel qui s'accrochait à la possibilité que ce soit un malentendu, que Catherine ne savait vraiment pas à quel point c'était grave, que je pouvais encore la sauver. Denise a dû voir le doute sur mon visage, car elle a pris ma main et l'a serrée fort. « Hélène, a-t-elle dit, écoute-moi attentivement. Ta fille est en train de te voler. Pas seulement l'argent. Elle te vole ta dignité, ton respect, les années qu'il te reste à vivre, et si tu ne fais rien maintenant, elle va te laisser sans rien. Tu comprends ? » J'ai acquiescé. Parce que je comprenais, parce qu'au fond de moi, au-delà du déni et de la douleur, je le savais déjà. Ce même après-midi, Denise m'a emmené voir un avocat. Son nom était Sam Nelson. Il avait un petit bureau en centre-ville de New York. C'était un homme d'une 50aine d'années, sérieux, avec des lunettes épaisses et une façon de parler qui inspirait la confiance sans arrogance. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les documents. Je lui ai expliqué la situation. Il a écouté sans interruption. Il a pris des notes sur un bloc-notes jaune. De temps en temps, il faisait une pause. À la fin, quand j'ai terminé, il s'est penché en arrière dans son fauteuil et a soupiré. « Madame Hélène, a-t-il dit, vous êtes dans une position vulnérable. S'ils ont accès à vos informations bancaires, s'ils connaissent la valeur de votre propriété, s'ils prévoient de vous manipuler légalement, nous devons agir vite. Que puis-je faire ? Ai-je demandé. Premièrement, protégez vos biens. Changez les mots de passe de vos comptes bancaires. Révoquez toute procuration notariée que vous auriez pu signer. Assurez-vous que personne d'autre que vous n'a accès à vos comptes. Deuxièmement, documentez tout, chaque prêt qu'on vous a demandé, chaque promesse non tenue, chaque message suspect. Troisièmement, préparez un nouveau testament qui reflète vos véritables souhaits, pas ce qu'ils attendent. Je me sentais étourdi. C'était trop d'informations, trop de décisions, trop vite. Et il y a autre chose, a poursuivi samedi, si vous voulez vraiment comprendre à quel point cela va loin, si vous voulez savoir exactement ce qu'il prévoit, vous aurez besoin d'une aide professionnelle. Quelqu'un qui peut enquêter sans éveiller les soupçons. Un détective ? A demandé Denise. Exactement. 2 jours plus tard, j'ai rencontré George Miller, détective privé, un ancien policier, un homme d'une 60aine d'années au visage sévère et au regard qui ne manquait aucun détail. Il travaillait dans un petit bureau qui sentait le vieux café et le papier. Je lui ai expliqué ce dont j'avais besoin. Je voulais tout savoir sur James, ses finances, ses dettes, ses affaires. Je voulais savoir si Carol était impliquée dans d'autres escroqueries. Je voulais savoir si Catherine était vraiment une complice ou juste une victime manipulée. George a accepté l'affaire. Il m'a demandé $1 500 d'avance. Il a dit qu'il aurait des résultats dans 3 semaines. Pendant ce temps, je devais continuer à agir normalement. Je devais voir Catherine, lui parler, prétendre que rien n'avait changé. Je devais sourire quand elle appelait. Je devais accepter ses excuses quand elle annulait des projets. Je devais continuer à être la mère naïve qu'il pensait que j'étais. Ce fut la performance la plus difficile de ma vie. Catherine m'a appelé quelques jours plus tard. Elle avait de nouveau besoin d'argent, $800 pour réparer le réfrigérateur. J'ai dit oui. J'ai transféré l'argent sans poser de questions. Elle m'a remercié brièvement et a raccroché. J'ai noté la transaction dans un carnet, date, montant, motif, tout était consigné. J'ai changé tous mes mots de passe. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'y ai transféré la moitié de mes économies. J'ai laissé assez d'argent sur l'ancien compte pour qu'il ne se doute de rien, mais pas assez pour qu'il puisse faire de réels dégâts. Je suis allé chez un notaire. J'ai mis à jour mon testament.
Dans la version précédente, Catherine héritait de tout. Dans la nouvelle, elle n'hériterait que d'une fraction. Le reste irait à des organisations caritatives, à des centres pour personnes âgées, à des organisations qui aident les femmes âgées abandonnées par leur famille. Le notaire m'a demandé si j'étais sûr. Je lui ai dit que je n'avais jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. 3 semaines plus tard, Georges m'a appelé à son bureau. Il avait un épais dossier marron rempli de papiers, de photographies, de captures d'écran. Il s'est assis en face de moi. Il a ouvert le dossier et il a commencé à parler. James avait des dettes, beaucoup de dettes, cartes de crédit au maximum, prêts personnels non remboursés. Il avait même emprunté de l'argent à des usuriers. Il devait plus de 40 000 $ au total. Carole était pire. Elle avait un historique de petites escroqueries. Elle avait été poursuivie 2 fois par des locataires à qui elle avait essayé de retenir abusivement leur caution. Elle avait travaillé dans des systèmes pyramidaux. Elle avait des ordonnances restrictives de la part d'une demi-douzaine de partenaires de ses autres enfants. Et Catherine savait tout. Les messages entre elle et James étaient clairs. Elle connaissait les dettes. Elle savait que le plan était d'utiliser mon argent pour les payer. Elle savait qu'il me mentait. Et elle avait décidé que cela lui convenait, que j'avais assez vécu, que mon argent était plus utile entre leurs mains que dans les miennes. Georges m'a montré des photographies d'eux 3 se rencontrant dans des cafés, des restaurants, en train de planifier. Il y avait des enregistrements audio de conversations téléphoniques où ils parlaient de moi comme si j'étais un problème à résoudre, un obstacle, une nuisance. Je suis désolé, a dit Georges. Je sais que ce n'est pas ce que vous vous attendiez à entendre. Mais il avait tort. C'était exactement ce que je m'attendais à entendre, parce qu'au fond, je le savais déjà. J'avais juste besoin de confirmation. J'avais juste besoin de preuves. Est-ce suffisant pour me protéger légalement, ai-je demandé. Plus que suffisant, a-t-il répondu. J'ai payé le reste de ses honoraires, j'ai pris le dossier. J'ai quitté ce bureau avec quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, le contrôle. Cette nuit-là, seul à la maison, j'ai rouvert le dossier. J'ai regardé les photos de ma fille, ma belle-fille, la petite que j'avais portée dans mes bras, l'adolescente que j'avais consolée lors de son premier chagrin d'amour, la femme que j'avais applaudie le jour de sa remise de diplôme, et je n'ai rien ressenti, juste un vide froid là où l'amour était autrefois. J'ai fermé le dossier. Je l'ai gardé en lieu sûr. Et j'ai commencé à planifier la fête d'anniversaire de Catherine. La fête qui allait tout changer. La fête où ils arrêteraient enfin de me sous-estimer. La voiture était une idée de Denise. Nous étions assises dans mon salon un mardi après-midi, à examiner les options. Je voulais quelque chose de fort, quelque chose qui montrerait clairement qui ils étaient vraiment. Mais je ne savais pas comment le faire sans paraître vengeresse, sans paraître cruel, sans paraître être le méchant de ma propre histoire. Tu dois leur donner exactement ce qu'ils attendent, a dit Denise. Tu dois être la mère généreuse une dernière fois. Si généreuse qu'ils ne pourront pas résister. Si généreuse qu'ils auront une confiance totale. Et puis, ai-je demandé? Ensuite, tu leur retires tout, d'un seul coup, devant des témoins, pour qu'ils ne puissent pas le nier. Pour que tout le monde voie qui ils sont vraiment. J'ai réfléchi à ces paroles pendant des jours. Leur donner ce qu'ils attendent. Être généreuse. Trop généreuse. Si généreuse qu'ils baisseraient complètement leur garde. Et puis, j'ai eu une illumination. L'anniversaire de Catherine était dans 2 mois. Elle allait avoir 36 ans. Elle avait toujours voulu une voiture neuve. Elle le mentionnait constamment. Elle se plaignait que la sienne était vieille, bruyante, peu fiable. Quel meilleur cadeau qu'une voiture? Quel meilleur appât? Je suis allé chez 3 concessionnaires différents. J'ai regardé les modèles. J'ai demandé les prix. J'ai fait le calcul. J'en ai finalement choisi une. Couleur argentée, 4 portes, toute neuve, 22 000 $. C'était presque toutes les économies liquides qu'il me restait. Mais ça n'avait pas d'importance, parce que ce n'était pas vraiment un cadeau. C'était un investissement. L'investissement le plus important de ma vie. J'ai signé les papiers. J'ai payé en espèces. Le vendeur m'a regardé avec surprise. Peu de femmes de mon âge achetaient des voitures comme ça, si rapidement, si déterminées. Je lui ai dit que c'était pour ma fille, que je voulais lui faire une surprise. Il a souri et m'a félicité d'être une si bonne mère.
S'il avait su la vérité, il n'aurait probablement pas souri. La voiture serait prête dans une semaine. En attendant, je devais organiser la fête. Et c'est là que la partie délicate commençait. Je devais le faire d'une manière qui paraisse naturelle. Je ne pouvais pas être celle qui organisait tout. Cela éveillerait les soupçons. Je devais faire croire à Catherine que c'était son idée. Je l'ai appelée un dimanche après-midi. Je lui ai dit que je me sentais mal de ne pas l'avoir beaucoup vue dernièrement, que je voulais faire quelque chose de spécial pour son anniversaire, quelque chose de grand, de mémorable. « Tu n'as rien à faire, maman », a-t-elle dit. Mais sa voix semblait intéressée, curieuse. « Je sais que je n'ai pas à le faire », ai-je dit, mais je veux le faire. Laisse-moi organiser une fête chez toi. Invite qui tu veux. Je m'occuperai de tout. La nourriture, les boissons, la décoration. Dis-moi juste combien de personnes. Il y eut un silence. Je pouvais l'entendre réfléchir, calculer, se demandant sûrement combien d'argent elle pourrait tirer de tout ça. Tu es sûr, a-t-elle finalement demandé. Absolument sûr. Eh bien, si tu insistes, ce serait environ 40 personnes. C'est bon? Parfait. Nous avons raccroché. J'ai souri. L'hameçon était lancé. Pendant les semaines suivantes, je suis devenue la mère parfaite. J'appelais Catherine tous les 2 jours pour lui parler de la fête. Quelle nourriture voulait-elle? Quelle musique? Quel genre de décoration? Elle donnait ses opinions. Je les ai toutes notées. Cela lui donnait l'impression d'être importante, écoutée, aimée. J'ai engagé un service de traiteur. J'ai choisi le menu le plus cher. Cocktail de crevettes, côte levée au barbecue, salade gourmande, desserts importés. 1200 $ juste pour la nourriture. J'ai engagé un DJ. 300 $ pour 4 heures. J'ai acheté des décorations, des ballons, des serpentins, des centres de table, des lumières, encore 200 $. Au total, la fête m'a coûté près de 3000 $. Ajouté à la voiture, cela faisait 25 000 $. Pratiquement tous mes actifs liquides, mais chaque dollar dépensé me rapprochait de mon objectif, et l'objectif n'avait pas de prix. Sam, l'avocat, m'a aidé avec la partie légale. Nous avons préparé des documents, des certificats, des preuves, tout ce dont j'aurais besoin pour le moment final. Nous avons gardé le tout dans un dossier noir que je gardais avec moi tout le temps. Georges a installé des caméras discrètes dans la maison de Catherine, petites, presque invisibles, stratégiquement placées dans le jardin, sur la terrasse, dans le salon. Catherine ne les remarquerait pas. Personne ne les remarquerait, mais elles enregistreraient tout. « Es-tu sûr de vouloir faire ça ?» m'a demandé Georges lorsque l'installation fut terminée. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit, ai-je répondu. Denise m'a aidé à répéter. Oui, répéter comme s'il s'agissait d'une pièce de théâtre. Nous avons pratiqué ce que je dirais, comment je le dirais, le ton de la voix, la posture corporelle. Il fallait que ce soit parfait, calme, contrôlé, sans larmes, sans cris, sans émotion qui pourrait être utilisée contre moi. Tu dois être de glace, a dit Denise. Peu importe ce qu'ils disent, peu importe comment ils réagissent, tu es de glace. J'ai pratiqué devant le miroir encore et encore, jusqu'à ce que mon visage ne montre plus rien, jusqu'à ce que ma voix ne tremble plus, jusqu'à ce que je puisse dire les mots les plus douloureux avec la même tranquillité avec laquelle je commande un café. 3 jours avant la fête, Catherine m'a appelé. Elle semblait excitée, presque euphorique. Maman, tu n'as aucune idée à quel point j'apprécie tout ce que tu fais. Vraiment, je sais que je n'ai pas toujours été la meilleure des filles, mais je veux que tu saches que je t'aime beaucoup. Les mots m'ont transpercé comme des couteaux, parce qu'elles semblaient sincères. Parce que pendant une seconde, juste une seconde, j'ai voulu la croire. J'ai voulu croire qu'il y avait peut-être une possibilité que tout soit un malentendu, que nous pouvions encore arranger les choses. Mais ensuite, je me suis souvenu des messages, des réunions secrètes, des conversations où il m'appelait, la vieille, où il parlait de ma mort comme si c'était une solution commode. Je t'aime aussi, chérie, ai-je dit. Et ce n'était pas tout à fait un mensonge, parce que j'aimais toujours la fille qu'elle avait été. J'aimais toujours le souvenir de qui elle aurait pu être. Je n'aimais juste plus la femme qu'elle était devenue. La veille de la fête, je suis allé chercher la voiture. Elle brillait sous le soleil. Parfaite, neuve, chère. Le vendeur m'a tendu les clés avec un sourire.
Votre fille a beaucoup de chance, a-t-il dit. Oui, ai-je répondu. Elle en a, j'ai conduit la voiture jusqu'à un parking près de la maison de Catherine. Je l'ai laissée là, couverte d'une bâche. Personne ne la verrait avant le moment exact, avant que je ne décide qu'il était temps. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté éveillé, à regarder le plafond, à revoir le plan encore et encore, chaque étape, chaque détail, chaque réaction possible. Denise m'avait dit que je pouvais encore arrêter, que je pouvais encore tout annuler, que je pouvais encore pardonner. Mais je ne voulais plus pardonner. Le pardon était pour ceux qui regrettaient, et ils ne regrettaient pas. Ils regrettaient seulement de ne pas avoir été plus rapide, plus efficace, plus discret. Je suis sorti du lit. Je me suis regardé dans le miroir. J'ai vu une femme de 69 ans. Des rides autour des yeux, des cheveux gris, des mains fatiguées. Mais j'ai aussi vu autre chose. J'ai vu de la détermination. J'ai vu de la force. J'ai vu quelqu'un qui n'avait rien à perdre. Demain, me suis-je dit à voix haute, demain, tout change. Et ce fut le cas. Le jour est arrivé avec un ciel clair, sans nuages, sans pluie, comme si l'univers avait décidé que rien ne viendrait interférer avec ce qui allait se passer. Je me suis réveillé à 6 heures du matin, non pas à cause du réveil, mais parce que mon corps ne pouvait plus faire semblant de dormir. J'avais passé toute la nuit dans cet état entre la veille et le sommeil où les pensées se mêlent au cauchemar et où l'on ne sait plus ce qui est réel. Je me suis douché. Je me suis habillé avec soin. La robe vert olive, celle que j'utilisais toujours pour les événements familiaux, la même que j'avais portée pour des dizaines d'anniversaires, de remises de diplômes, de célébrations. Je voulais que tout paraisse normal. Je ne voulais que personne ne se doute que cette fois, c'était différent. Je me suis maquillé légèrement, un peu de poudre, une touche de rouge à lèvres corail, rien d'exagéré, juste assez pour ne pas avoir l'air malade, pour ne pas susciter de questions inutiles. À 9 heures, Denise est venue chez moi. Elle a apporté du café et une longue étreinte silencieuse qui en disait plus que 1000 mots. « Es-tu prête » a-t-elle demandé. « Non » ai-je répondu honnêtement. « Mais je vais le faire quand même. » Nous avons revu le plan une dernière fois, chaque étape, chaque moment. Denise serait à la fête, mais comme une invitée normale, ma complicité ne devait pas être évidente. Je ne devais pas éveiller les soupçons. Son travail consistait à observer, enregistrer discrètement avec son téléphone sous différents angles, et être prête à intervenir seulement si quelque chose tournait terriblement mal. Georges serait dehors dans sa voiture, surveillant les caméras cachées, enregistrant tout, s'assurant que nous avions la preuve de chaque seconde, de chaque mot, de chaque réaction. Sam serait disponible par téléphone avec tous les documents juridiques prêts, préparé à agir si nécessaire. À 16 heures, je me suis rendu au parking où j'avais laissé la voiture. Je l'ai découverte. Elle brillait toujours, parfaite, immaculée, le piège le plus cher que j'ai jamais tendu de ma vie. Je l'ai conduite vers la maison de Catherine. Je suis arrivé à 17h30, une demi-heure avant le début officiel de la fête. J'ai garé la voiture dans la rue, loin de la maison, encore partiellement couverte. Personne ne la verrait avant que je ne le veuille. J'ai marché jusqu'à l'entrée. J'ai sonné à la porte. Catherine a ouvert. Elle portait une robe couleur crème. Elle était belle, radieuse, heureuse. Elle m'a serré dans ses bras. Une étreinte brève, superficielle, mais suffisante pour que tout observateur pense que nous étions une mère et une fille normales. « Maman, merci d'être venue en avance. Peux-tu m'aider avec quelques petites choses ?» Bien sûr. Je suis entré dans la maison. L'odeur de la nourriture fraîchement préparée flottait dans l'air. Le traiteur était arrivé tôt. Tout était prêt dans la cuisine. Des plateaux couverts, des assiettes empilées, des verres étincelants. James était dans le jardin en train d'arranger les tables. Il m'a vu et a hoché la tête. Pas même une salutation verbale. Juste ce geste minimal comme si je faisais partie des meubles. Comme si ma présence était si insignifiante qu'elle ne méritait pas de mots. Carole est arrivée 15 minutes plus tard. Elle est entrée sans frapper. Elle a salué Catherine avec effusion. Elle l'a serrée dans ses bras. Elle lui a donné un cadeau emballé dans du papier doré. Grand, arrogant, sûrement vide à l'intérieur comme elle. Elle m'a regardé attentivement. Elle n'a pas dit bonjour. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle m'a juste évalué avec ses yeux froids et calculateurs et a continué son chemin.
J'ai pris une profonde inspiration. De glace. Je devais être de glace. Les invités ont commencé à arriver à 18h. Les cousins de Catherine, ses collègues, ses voisins, des amis que je n'avais pas vus depuis des années. Ils ont tous apporté des cadeaux. Ils ont tous souri. Ils ont tous agi comme si c'était une véritable célébration et non le théâtre d'une exécution. Je me suis assise à la place qui m'était assignée. Un coin de la table principale, pas au centre, pas près de Catherine, sur le bord, là où l'on place les personnes âgées quand elles n'ont plus d'importance mais doivent quand même être présentes par obligation. Denise est arrivée à 18h12. Elle m'a regardé de loin, un geste presque imperceptible. Tout est prêt. Tout fonctionne. Les caméras enregistrent. La nourriture a été servie à 18h30. Crevettes, viande, salade, tout exactement comme je l'avais demandé. Les invités ont mangé, ils ont ri, ils ont parlé, la musique jouait en fond sonore. Tout était parfait en surface. Tout était pourri en dessous. À 19h, quand tout le monde était assis, en train de manger, détendu, je me suis levé. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. J'ai senti le poids de 40 perdus attendant, se demandant ce que la vieille femme allait dire, quel discours sentimental la mère dévouée allait prononcer. J'ai respiré profondément. J'ai sorti les clés de mon sac. Les clés de la voiture, brillantes, neuves, avec le porte-clés en argent gravé du logo de la marque. J'ai marché vers Catherine lentement, chaque pas mesuré, chaque mouvement calculé. Le silence s'est approfondi. La musique a semblé baisser de volume. Ou peut-être que ce n'était que ma perception. Peut-être que le monde entier s'était arrêté pour assister à ce moment. Je me suis tenu devant elle. J'ai tendu les clés. Je les ai tenues en l'air entre nous. Joyeux anniversaire, chérie, ai-je dit. Ma voix était calme, contrôlée, sans émotion. J'espère que ce cadeau te servira bien. Catherine a ouvert les yeux. Elle a regardé les clés. Puis elle m'a regardé. Confusion. Surprise, incrédulité. Maman, qu'est-ce que c'est? Une voiture. Toute neuve. Couleur argentée. Elle est garée dehors. C'est la tienne. Le silence s'est rompu. Applaudissements. Cris de surprise. Quelqu'un a dit, quelle mère incroyable. Un autre a dit, Catherine, tu as tellement de chance. Catherine a pris les clés. Ses mains tremblaient. Elle m'a serré dans ses bras. Cette fois, l'étreinte était plus longue, plus forte, presque désespérée. Merci, maman. Je ne sais pas quoi dire. C'est trop. Rien n'est trop pour toi, ai-je répondu. Les mots sont sortis mécaniques, répétés, parfait. James s'est approché. Il a pris les clés des mains de Catherine. Il les a examinées. Il a souri. Ce sourire. Ce maudit sourire qui m'avait toujours donné des frissons. Allons la voir, a-t-il dit. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Catherine s'est assise. Carole s'est levée de sa chaise. Tous les trois se sont dirigés vers la porte, dehors, vers la voiture. Je suis resté là, à les regarder s'éloigner, sentant comment tous les autres retournaient à leur conversation, à leur nourriture, à leur indifférence. J'ai attendu 5 minutes, 10, 15. Personne n'a remarqué qu'ils avaient mis trop de temps. Personne n'a demandé ce qu'ils faisaient. Tout le monde était occupé à profiter de la nourriture que j'avais payée, de la fête que j'avais organisée, de la générosité que j'avais montrée. Puis je me suis levé. J'ai laissé ma serviette sur la table. Je me suis dirigé vers le jardin, lentement. Sans me presser, comme si j'allais juste prendre l'air. Mais je savais exactement ce que j'allais trouver, parce que je l'avais planifié. Parce que je l'avais anticipé. Parce que je connaissais ces gens mieux qu'ils ne se connaissaient eux-mêmes. Je suis arrivé sur la terrasse et là, c'était la scène que j'avais imaginée des centaines de fois, la scène que j'avais attendue avec un mélange d'horreur et d'anticipation. Carole était assise au volant de la voiture. James était penché vers elle, lui montrant les commandes, pointant le tableau de bord, expliquant le fonctionnement du système audio. Catherine se tenait à côté d'elle, regardant, souriant, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Comme si la voiture était à eux, comme si je n'existais pas, comme si mon sacrifice ne signifiait rien. Je suis resté là,
immobile, à les regarder. Les caméras cachées enregistraient. Le téléphone de Denise enregistrait. Chaque seconde était enregistrée, chaque mot, chaque geste, chaque trahison. Carole a tourné le volant. Elle a ri. Ce rire aigu, insupportable. James a ri aussi. Catherine est restée silencieuse, mais n'a rien fait pour les arrêter. Elle n'a pas dit « Attendez, cette voiture est pour moi », de la part de ma mère. Elle n'a pas dit « Ce n'est pas bien ». Elle n'a rien dit. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est refermé définitivement. La dernière porte, le dernier espoir, le dernier vestige d'amour maternel. Je me suis retourné. Je suis revenu à la fête. Je me suis assise à ma place. J'ai pris une gorgée d'eau. J'ai croisé les mains sur mes genoux. Et j'ai attendu. J'ai attendu qu'il revienne. J'ai attendu qu'il s'assoie. J'ai attendu qu'il continue à faire semblant. Parce que maintenant venait la partie finale, celle qu'ils attendaient sans le savoir. La partie où ils verraient enfin qui j'étais vraiment. Ils sont revenus 20 minutes plus tard, tous les trois. Catherine avec les joues rouges d'excitation. James avec ce sourire satisfait de quelqu'un qui vient d'obtenir exactement ce qu'il voulait. Carole avec une lueur dans les yeux qui me retournait l'estomac. Ils se sont assis à leur place. Catherine a levé sa coupe et a porté un toast à ma santé. À ma mère, a-t-elle dit, à la personne la plus généreuse que je connaisse. Tout le monde a levé sa coupe. Tout le monde a trinqué. Tout le monde a bu. Et j'ai souri. Un petit sourire contrôlé qui n'atteignait pas mes yeux. Merci, ai-je simplement dit. La fête a continué. Le dessert a été servi. Gâteau au chocolat avec des fraises. 300 $ d'une pâtisserie française. Catherine a soufflé les bougies. Nous avons tous chanté. Nous avons tous applaudi. Tout était si normal, si parfait, si faux. À 20h30, quand le soleil a commencé à se coucher et que les lumières du jardin se sont allumées automatiquement, je me suis levé à nouveau. Cette fois, je n'avais pas de clé à la main. J'avais mon téléphone, et sur mon téléphone, j'avais quelque chose de bien plus précieux qu'une voiture à 22 000 $. J'avais la vérité. J'ai marché jusqu'au centre du jardin où tout le monde pouvait me voir, où personne ne pouvait m'ignorer. J'ai levé la main en demandant le silence. Le DJ a baissé la musique. Les conversations se sont arrêtées. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Je veux remercier tout le monde d'être venu ce soir, ai-je commencé. Ma voix était calme, sereine, comme si j'étais sur le point de faire un discours sentimental de mère fière. Il est important pour moi de partager ce moment avec les personnes que Catherine considère comme importantes dans sa vie. Catherine a souri. James a hoché la tête. Carole m'a regardé avec cette expression d'ennui poli que les gens ont quand ils attendent qu'une personne âgée finisse de parler. Je suis mère depuis 36 ans, ai-je poursuivi. Et pendant ces années, j'ai tout donné, mon temps, mon énergie, mon argent, mon amour, tout. Parce que c'est ce que font les mères. Elles donnent sans rien attendre en retour. Certains se sont rassis, d'autres ont souri chaleureusement. Denise m'a regardé depuis sa table. Ses yeux disaient, vas-y. Je suis là. Tu n'es pas seul. Mais récemment, ai-je continué, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai découvert que tout le monde ne valorise pas les sacrifices de la même manière. Certaines personnes voient l'amour comme une obligation. D'autres le voient comme une opportunité. L'atmosphère a changé subtilement, comme quand l'air devient lourd avant un orage. Catherine a froncé les sourcils. James s'est crispé sur sa chaise. Carole a cessé de sourire. J'ai sorti mon téléphone. Je l'ai connecté au système de sonorisation que le DJ utilisait. J'avais pratiqué cela avec Denise. Je savais exactement comment faire. Le DJ m'a regardé, confus, mais il n'a pas objecté. Je veux partager quelque chose avec vous, ai-je dit. Quelque chose que j'ai trouvé il y a quelques mois. Quelque chose que je pense que tout le monde devrait entendre. J'ai touché l'écran. Le premier audio a commencé à jouer. La voix de James a rempli le jardin. Claire. Inimitable. La vieille en a plus que ce qu'on pensait. La maison vaut près de 100 000 $. Et elle a encore des économies. Silence. Un silence absolu, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause de la vie elle-même.
Puis la voix de Carole. Alors il faut accélérer les choses. Catherine doit la convaincre de mettre la maison à son nom. J'ai entendu des souffles retenus, des chuchotements. Quelqu'un a marmonné, oh mon Dieu. Catherine s'est levée. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas répondu. J'ai touché l'écran à nouveau. Un autre audio. Cette fois, c'était Catherine, sa propre voix la trahissant. Je me sens mal de lui mentir. Et Carole répondant, ne sois pas stupide. Elle a vécu sa vie. Maintenant, c'est ton tour. Cet argent devrait être à toi de toute façon. Catherine est devenue complètement pâle. James s'est levé brusquement. Éteins ça tout de suite. Mais je n'ai rien éteint. J'ai touché l'écran une fois de plus. L'audio suivant était une conversation entre James et Carole, plus récente, datant de 2 semaines. Si elle ne se dépêche pas de mourir naturellement, peut-être qu'il faudra aider le processus. Une maison de retraite. Un endroit où elle ne peut pas contrôler son argent. Carole, en riant. J'aime ta façon de penser, fiston. Les murmures se sont transformés en cris étouffés. Plusieurs personnes se sont levées de leur table. Une femme que je ne connaissais pas a mis sa main sur sa bouche. Un homme plus âgé a secoué la tête en signe de déni. Denise avait sorti son téléphone. Elle enregistrait tout. Les réactions, les visages, l'effondrement en temps réel. Maman, s'il te plaît. Catherine s'est approchée de moi. Il y avait des larmes dans ses yeux, mais je ne pouvais pas dire si c'était des larmes de regret ou simplement de honte d'avoir été découverte. Laisse-moi t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que je crois, ai-je répété. Ma voix était toujours calme. Froide. De glace. Alors explique-le-moi. Explique-le à tout le monde. Explique comment pendant des mois tu as prévu de me voler. Comment tu m'as menti à chaque fois que tu m'as emprunté de l'argent. Comment tu as laissé ton mari et ta belle-mère parler de ma mort comme si c'était une solution commode. Je ne l'ai pas fait, a-t-elle plaidé. Je n'ai jamais voulu ça. Ils m'ont mise sous pression. Ils t'ont mise sous pression, ai-je répété. Et tu as cédé, encore et encore, sans hésiter une seconde, parce qu'il était plus facile de me trahir que de leur tenir tête. James s'est avancé vers moi d'un pas agressif. Assez. C'est notre maison. Sors d'ici maintenant. J'ai ri. Un rire court, sec, sans humour. Votre maison? Cette maison est au nom de Catherine. Mais savez-vous ce qui est aussi au nom de Catherine? Rien. Absolument rien d'autre. Parce que tout ce qu'elle possède, chaque meuble, chaque appareil électroménager, chaque centime de son compte en banque provient de prêts qu'elle m'a demandé et qu'elle n'a jamais remboursés. Des prêts qui totalisent plus de 35 000 $. J'ai sorti des papiers de ma poche, des documents, des reçus, des virements bancaires, tout imprimé, tout consigné, tout avec date et signature. J'ai la preuve de chaque transaction, de chaque mensonge, de chaque manipulation. Et maintenant, vous êtes tous témoins. Les invités étaient sous le choc. Certains murmuraient entre eux. D'autres regardaient Catherine avec des expressions de dégoût. L'un de ses cousins s'est levé et a quitté le jardin sans dire un mot. Carole a finalement retrouvé sa voix. C'est ridicule. Tu es une vieille folle qui invente des choses. Personne ne va te croire. J'ai touché l'écran à nouveau. Cette fois, ce n'était pas un audio. C'était une vidéo enregistrée par les caméras cachées que George avait installées. La vidéo montrait Carole et James dans la cuisine de cette même maison. C'était il y a 3 semaines. J'étais passé déposer de la nourriture et ils ne savaient pas que je les enregistrais. Dans la vidéo, Carole disait, quand cette vieille devient trop encombrante, on l'envoie dans une maison de retraite et on vend sa maison. Problème résolu. James répondait, Catherine doit d'abord signer les papiers légaux. Sans ça, on ne peut rien faire. Carole souriait. Je l'ai presque convaincu. Ce n'est qu'une question de temps. La vidéo s'est arrêtée. Le silence qui a suivi était si dense qu'on aurait pu le couper au couteau. Carole a essayé de parler. C'est sorti de son contexte. Contexte? Les jeux interrompus. Quel contexte rend acceptable le fait de planifier l'expulsion de quelqu'un de sa maison? D'autres personnes se sont levées, d'autres sont parties. La fête se désintégrait sous mes yeux, et j'étais toujours debout, ferme,
inébranlable. Catherine s'est affalée sur sa chaise. Elle pleurait ouvertement maintenant. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Je ne sais pas à quoi je pensais. S'il te plaît, maman. S'il te plaît. J'ai regardé ma fille, la petite que j'avais portée dans mes bras, l'adolescente que j'avais réconfortée, la femme qui avait trahi chaque principe que j'avais essayé de lui enseigner, et je n'ai rien ressenti, juste du vide. Tes excuses ne signifient rien, ai-je dit. Parce que tu ne regrettes pas ce que tu as fait. Tu regrettes seulement d'avoir été découverte. James a essayé d'attraper mon téléphone. Donne-moi ça. Tu n'as pas le droit. J'ai reculé. Denise s'est interposée entre nous. D'autres invités se sont également approchés, formant une barrière protectrice. George était entré dans le jardin, grand, imposant, prêt à intervenir si nécessaire. Ne me touche pas, ai-je dit fermement. N'ose pas, le jardin était pratiquement vide maintenant. Il ne restait qu'une dizaine de personnes, les plus proches de Catherine, ceux qui voulaient voir comment cela se terminerait. Mais cela ne se termine pas ici, ai-je finalement dit. Ce n'est que le début, car le meilleur est encore à venir. Catherine a levé les yeux, confuse, effrayée. Quoi? Que veux-tu dire? J'ai souri. Un vrai sourire cette fois. Un sourire de pure satisfaction. Attends et tu verras. J'ai sorti le dossier noir de mon sac, celui que Sam avait préparé, celui que je portais avec moi depuis des semaines, attendant ce moment précis. Je l'ai ouvert lentement, délibérément, laissant la tension monter, laissant tous ceux qui restaient dans le jardin se demander ce qui pouvait bien suivre tout ce dont ils avaient déjà été témoins. Pendant les 3 derniers mois, ai-je commencé, pendant que vous planifiez de tout me prendre, j'étais moi aussi occupé. Mais contrairement à vous, je ne planifiais pas de voler. Je planifiais de me protéger. J'ai sorti le premier document, une feuille officielle avec des sceaux de notaire. Ceci est mon testament mis à jour, signé et certifié il y a 2 mois. Dans la version précédente, Catherine héritait de tout. Ma maison, mes économies, mes biens, tout. Catherine a relevé la tête. Il y avait une lueur d'espoir dans ses yeux, comme si elle pensait pouvoir encore être sauvée, comme si elle croyait que les bons mots pourraient défaire ce qu'elle avait fait. Dans cette nouvelle version, ai-je poursuivi, Catherine hérite d'exactement $10 000, pas un centime de plus. Le reste de mes biens, évalué à environ $90 000, sera divisé entre 3 organisations caritatives. Des foyers pour personnes âgées abandonnées, des refuges pour femmes âgées sans famille, des centres d'aide juridique pour les victimes d'abus financiers. Le visage de Catherine était complètement anéanti. James a juré à voix basse. Carole s'est levée si vite que sa chaise est tombée en arrière. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle crié. « C'est l'héritage de ta fille. C'est son droit. » « Non », ai-je répondu calmement. « Glacial. C'est mon argent. Je décide quoi en faire. Et j'ai décidé qu'il serait plus utile en aidant des personnes qui en ont vraiment besoin. Des personnes qui ont été trahies par leur propre famille, des gens comme moi. J'ai sorti un autre document. Celui-ci était plus épais, avec plus de sceaux, plus officiel. Ceci est l'acte de propriété de ma maison. Comme vous pouvez le voir, il est toujours entièrement à mon nom. Sans hypothèque, sans privilège, sans aucune sorte de pouvoir légal donné à quiconque. J'ai regardé directement Catherine. Il y a 2 mois, tu m'as demandé de signer une procuration. Tu as dit que c'était juste par précaution, pour que tu puisses m'aider si jamais je tombais malade. Tu te souviens? Catherine n'a pas répondu. Elle fixait simplement le sol. J'ai signé ce document, ai-je poursuivi. Mais ce que tu ne savais pas, c'est qu'immédiatement après, je suis allé chez mon avocat et je l'ai formellement révoqué. La procuration que tu penses avoir n'a aucune valeur. C'est un morceau de papier sans valeur légale. James s'est approché. Son visage était rouge de colère. Putain de vieille. Tu nous as bien eus. Non, les jeux corrigés. Je me suis protégé. Il y a une différence. Vous avez essayé de me tromper. J'ai juste été plus intelligente. J'ai sorti d'autres papiers, des relevés de comptes bancaires. J'ai également fermé mon compte principal, celui que vous connaissiez, celui que Catherine utilisait comme référence quand elle avait besoin de savoir combien d'argent j'avais de disponible pour m'emprunter. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent d'horreur. Quoi?
J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque. J'y ai transféré tous mes fonds il y a 10 semaines. L'ancien compte a exactement $500, assez pour le maintenir actif, mais rien de plus. Donc tout l'argent que vous pensiez que j'avais est toujours à moi, complètement hors de portée, complètement protégé. Carole était furieuse. Elle tremblait de rage. Tu as tout planifié. Tu nous as tendu un piège. Oui, ai-je admis sans remords. Exactement. Parce que vous m'avez sous-estimé. Vous pensiez que j'étais juste une vieille femme stupide et faible. Vous pensiez que vous pouviez me manipuler sans conséquence. Vous aviez tort. J'ai sorti un autre document. Celui-ci me faisait plus mal que tous les précédents parce qu'il était le plus définitif, le plus irréversible. Ceci est un contrat de vente pour la voiture que je viens d'offrir. Le silence était absolu. Quoi? Que veux-tu dire? A demandé Catherine d'une voix tremblante. La voiture n'a jamais été vraiment à toi. Je l'ai achetée au nom d'une société de leasing. Je l'ai enregistrée sous un contrat spécial qui me permet de la récupérer à tout moment dans les 72 premières heures. C'est tout à fait légal. Mon avocat l'a vérifié. J'ai regardé ma montre. Ça fait 3 heures que je t'ai donné les clés, ce qui signifie qu'il me reste 69 heures pour exercer mon droit de récupération. Catherine était sans voix. Non, tu ne peux pas. Je pensais que c'était un véritable cadeau, et ça l'aurait été si tu avais montré ne serait-ce qu'un minimum de respect. Si tu avais empêché ta belle-mère de s'asseoir au volant comme si elle lui appartenait, si tu avais dit quelque chose. N'importe quoi. J'ai ressorti mon téléphone. J'ai appelé un numéro que j'avais déjà composé. Monsieur Johnson, c'est Hélène Miller. Oui. Veuillez procéder à la récupération du véhicule. Envoyez la dépanneuse à cette adresse dès maintenant. J'ai raccroché. Catherine s'est levée, tremblante. Maman, non. S'il te plaît. La voiture. J'en ai besoin. Ma vieille voiture est sur le point de tomber en panne. S'il te plaît. Tu aurais dû y penser avant, ai-je répondu sans émotion. Denise s'est approchée de moi. Elle a touché mon épaule doucement. Ça va, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête. J'allais bien. J'étais libre. J'ai sorti le dernier document du dossier. C'était une lettre manuscrite de ma part, écrite pendant une de ces nuits d'insomnie où je digérais toute la douleur qu'il m'avait causée. C'est pour toi, Catherine, ai-je dit en lui tendant le papier. Lis-la quand tu seras seule, quand tous ces gens seront partis, quand James et Carole ne seront plus là pour te dire quoi penser ou quoi ressentir. Catherine a pris la lettre avec des mains tremblantes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont mes adieux, ai-je répondu. C'est tout ce que tu avais besoin d'entendre, mais que tu n'as jamais osé demander. C'est la vérité complète. Sans filtre, sans faux semblant. Je me suis retourné pour partir. Denise m'a suivi. Georges nous attendait déjà à la porte. Où vas-tu? A demandé Catherine désespérément. Tu pars juste comme ça? Je me suis arrêté. Je me suis retourné pour la regarder une dernière fois. Oui, ai-je simplement dit. Je pars parce que je n'ai plus rien à faire ici, parce que tu as cessé d'être ma fille le jour où tu as décidé que mon argent valait plus que ma dignité. Mais... Je suis ta famille. Non, les jeux interrompus. La famille n'est pas une question de sang. C'est une question de loyauté, de respect, d'amour sincère. Tu n'es pas ma famille. Tu as cessé de l'être il y a longtemps. James a fait un pas vers moi. Si tu pars maintenant, ne reviens pas. N'espère pas que Catherine te recueillera quand tu seras vieille et malade et que tu auras besoin d'aide. J'ai ri. Un vrai rire. Libérateur. Tu crois que j'ai peur de vieillir seul? Je suis déjà seul. Je suis seul depuis que tu es entré dans nos vies. La différence, c'est que maintenant je l'accepte et je le préfère. Je préfère 1000 fois une solitude honnête à la compagnie de vipères. Carole a craché par terre, un geste vulgaire. Désespéré. Tu es une femme amère. Une vieille femme amère qui va mourir sans que personne ne l'aime. Peut-être, ai-je répondu. Mais je mourrai avec dignité, avec une conscience tranquille, sachant que je ne dois rien à personne, sachant que je ne les ai pas laissés faire de moi une victime. Peux-tu en dire autant? Je n'ai pas attendu de réponse.
J'ai quitté le jardin. J'ai quitté la maison. J'ai entendu Catherine m'appeler. J'ai entendu des chuchotements. J'ai entendu des cris. Mais je ne me suis pas arrêté. Dans la rue, la dépanneuse arrivait déjà. Le chauffeur est descendu et m'a salué. Je lui ai montré les papiers. Il est monté et a commencé à préparer l'équipement pour emporter la voiture. Catherine est sortie en courant de la maison. Non, s'il vous plaît, ne prenez pas la voiture. Mais il était déjà trop tard. La voiture était accrochée, soulevée, emportée. Et avec elle, la dernière illusion que quelque chose pouvait être sauvé entre nous est partie. Je suis monté dans la voiture de Denise. Georges est monté dans son propre véhicule derrière nous. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé dans le rétroviseur. J'ai vu Catherine à genoux dans la rue. J'ai vu James crier. J'ai vu Carole gesticuler furieusement. Mais je m'en fichais. Il n'était plus mon problème. Il n'était plus ma responsabilité. Ils n'étaient que des étrangers que j'avais cru connaître autrefois. Denise a conduit en silence pendant les 20 premières minutes. J'ai regardé par la fenêtre. Les rues défilaient. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer. Le ciel s'assombrissait progressivement, comme si l'univers fermait un chapitre et en préparait un autre. Je n'ai pas pleuré. Je pensais que je pleurais. J'avais imaginé ce moment tant de fois et dans chaque version, je finissais brisé, en sanglots, détruite par la douleur de perdre ma fille. Mais je ne ressentais rien de tout ça. Je ne ressentais que du soulagement. Comme quand on lâche enfin quelque chose de lourd qu'on a porté pendant des années. Comme quand on arrête de faire semblant que ça ne fait pas mal et qu'on admet la vérité. Où veux-tu aller, a finalement demandé Denise. À la maison, ai-je répondu. Pour l'instant. Elle a senti. Elle savait que, pour l'instant, signifiait quelque chose de temporaire. Elle savait que j'avais déjà pris des décisions plus importantes, des décisions que je n'avais encore partagées avec personne. Nous sommes arrivés chez moi 40 minutes plus tard. La maison que Robert et moi avions achetée il y a 30 ans, la maison où Catherine avait grandi. La maison pleine de souvenirs qui ressemblaient maintenant à des fantômes. Nous sommes entrés. Denise a fait du thé. Nous nous sommes assises dans le salon. Georges est arrivé peu après avec tous les enregistrements sauvegardés sur une clé USB. Tout est ici, a-t-il dit en me tendant le dispositif. Chaque audio, chaque vidéo, chaque preuve au cas où tu aurais besoin de quoi que ce soit d'autre à l'avenir. Merci, ai-je dit, et je l'ai gardé en lieu sûr, car même si je ne prévoyais pas de l'utiliser à nouveau, il était important de l'avoir. Il était important de savoir que la vérité était documentée, que ce n'était pas seulement ma parole contre la leur. Georges est parti après un café rapide. Il m'a fait payer le reste de ses honoraires, 500 $. Je l'ai payé sans hésiter. Chaque centime en valait la peine. Denise est restée. Elle est restée parce qu'elle savait que même si je ne pleurais pas, même si je semblais aller bien, j'avais besoin de compagnie. J'avais besoin de me souvenir qu'il y avait encore de bonnes personnes dans le monde. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, a-t-elle demandé. Je vais vendre la maison, ai-je répondu. Les mots sont sortis plus facilement que je ne l'avais prévu. J'ai déjà parlé à une agence immobilière la semaine dernière. Elle dit que je peux en obtenir 95 000 $, peut-être plus. Denise n'a pas semblé surprise. Et ensuite? Ensuite, je pars, loin, dans une autre ville, peut-être dans un autre état. Je veux recommencer dans un endroit où personne ne me connaît comme la mère de Catherine, où je peux juste être Hélène, une femme de 69 ans qui a encore le temps de vivre sa propre vie. Seule, a-t-elle demandé doucement. J'ai souri. Pas exactement. Je pensais que tu voudrais peut-être venir avec moi, si tu le voulais. Sans pression, mais ce serait bien d'avoir de la compagnie, de la bonne compagnie, de quelqu'un qui me valorise vraiment. Denise n'a pas répondu immédiatement. Elle a pris une gorgée de thé. Elle a regardé par la fenêtre. Puis elle m'a regardé avec ses yeux gris qui voyaient toujours la vérité. Oui, a-t-elle finalement dit. Oui, je viendrai avec toi. Parce que tu es plus une famille pour moi que ma propre sœur. Parce que tu mérites d'être heureuse. Parce qu'il nous reste encore de belles années devant nous. Cette nuit-là, après le départ de Denise, je me suis assise seule dans ma chambre. J'ai ouvert le tiroir de ma table de chevet. J'ai sorti une vieille photographie. Catherine avait 5 ans.
Nous étions au parc. Elle riait. Je la portais. Nous étions heureuses. J'ai regardé cette photographie pendant longtemps. Je me suis souvenu de cette fille, de cette version de ma fille qui existait encore quelque part dans le passé, et je me suis permis de ressentir de la tristesse. Pas pour la femme qu'elle était devenue, mais pour la fille que j'avais perdue en chemin. Puis j'ai rangé la photographie. Je l'ai laissée dans le tiroir. Parce que certains souvenirs sont importants à garder, mais pas à regarder tous les jours. Mon téléphone a sonné à minuit. C'était Catherine. Je l'ai laissé sonner. Elle a appelé 5 fois de plus. J'ai laissé tous les appels aller à la messagerie vocale. Le lendemain matin, j'ai écouté les messages. Sa voix était brisée, désespérée. Maman, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. Je dois t'expliquer. Ce n'était pas comme tu le penses. James m'a manipulé. Sa mère m'a mise sous pression. Je ne voulais pas te faire de mal. S'il te plaît, donne-moi une chance. Juste une. J'ai effacé les messages, tous, parce que j'avais déjà entendu assez de mensonges. Parce que j'avais déjà donné assez de chance. Parce que je savais que si je répondais, si j'ouvrais cette porte, ne serait-ce que d'une fente, je retomberais dans le même cycle. Et je n'étais plus cette femme. Je n'étais plus la mère qui donnait tout sans rien attendre. Je n'étais plus la victime silencieuse qui acceptait des miettes d'affection. J'étais Hélène Miller, 69 ans, veuve, mère trahie, mais surtout, une femme libre. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités. La maison s'est vendue en 3 semaines pour 98 000 $, 3 000 $ de plus que prévu. J'ai distribué les meubles à des organisations caritatives. J'ai donné des vêtements, des livres, des objets dont je n'avais plus besoin, des objets qui ne prenaient que de la place et portaient des souvenirs. Sam s'est occupé de toute la paperasserie légale. Il s'est assuré que Catherine ne pourrait rien réclamer, que tout était protégé, que mon testament était irrévocable. Denise a vendu son appartement. Elle avait de modestes économies. Ensemble, nous avions assez pour acheter quelque chose de petit ailleurs, quelque chose de confortable, quelque chose à nous. Nous avons choisi une ville côtière, petite, tranquille, où l'on voyait la mer depuis les fenêtres et où l'air sentait le sel et la liberté. Le jour de notre départ, Catherine s'est présentée à ma porte. Elle avait perdu du poids. Elle avait des cernes sous les yeux. Elle avait l'air fatiguée, vaincue. « Maman, a-t-elle dit, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Donne-moi une chance de réparer les choses. » Je l'ai regardée. Je l'ai vraiment regardée, cherchant une trace de la fille que j'aimais. Cherchant de la sincérité, un regret sincère. Mais je n'ai vu que de la peur. La peur de perdre l'accès à l'argent. La peur d'être seule avec les conséquences de ses actes. Une peur égoïste, pas un véritable amour. « As-tu lu ma lettre ?» ai-je demandé. Elle a répondu « Oui, et je comprends pourquoi tu es en colère. Mais nous faisons tous des erreurs. Nous méritons tous une seconde chance. Je t'ai donné des centaines de chances, ai-je répondu. Chaque fois que tu m'as menti et que je t'ai cru. Chaque fois que tu m'as emprunté de l'argent en sachant que tu ne le rendrais pas. Chaque fois que tu as annulé des projets avec moi. C'était des chances, et tu les as toutes gâchées. Mais tu es ma mère. J'étais ta mère, l'ai-je corrigé. Au passé. Parce qu'être une mère, ce n'est pas seulement donner naissance. C'est être présente. C'est protéger. C'est aimer inconditionnellement. J'ai fait tout ça. Toi, non. Tu as choisi James et Carol plutôt que moi, encore et encore. C'était ton choix. Maintenant, vis avec. Alors tu m'abandonnes juste, après tout ça? Non, ai-je dit calmement. Tu m'as abandonné la première. J'accepte juste la réalité que tu as créée. Denise est sortie de la maison avec les dernières boîtes. Elle les a mises dans la voiture. Puis elle s'est arrêtée à mes côtés. Une présence solide, un rappel que je n'étais pas seul. Il est temps d'y aller, a dit doucement Denise. J'ai hoché la tête. J'ai regardé Catherine une dernière fois. Je te souhaite le meilleur, ai-je dit. Et c'était vrai. Je ne lui souhaitais pas de mal. Je voulais juste qu'elle soit loin de ma vie. J'espère qu'un jour tu comprendras ce que tu as perdu. Pas de l'argent, pas un héritage, mais un amour sincère.
C'est ce que tu as vraiment perdu, et ça ne se récupère pas avec des excuses vides. Je suis monté dans la voiture. Denise a démarré le moteur. Alors que nous nous éloignions, j'ai vu Catherine dans le rétroviseur, debout sur le trottoir, seule, me regardant partir. Et je n'ai ressenti aucune culpabilité. Je n'ai ressenti aucun remords. J'ai juste ressenti de la paix. 5 mois plus tard, Denise et moi vivions dans notre petite maison au bord de la mer. Nous nous réveillions au son des vagues. Nous prenions notre café sur la terrasse. Nous nous promenions sur la plage chaque après-midi. Je me suis fait de nouvelles amies. Des femmes de mon âge avec des histoires similaires. Des femmes qui avaient aussi été trahies, abandonnées, sous-estimées, mais qui avaient choisi de se relever, d'avancer, de vivre. Catherine a essayé de me contacter plusieurs fois de plus. Des messages, des lettres, même un colis avec de vieilles photographies. Comme si cela pouvait changer quelque chose. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles, parce qu'il n'y avait plus rien à dire, parce que certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Un après-midi, assise sur la terrasse à regarder le coucher du soleil, Denise m'a demandé, « Le regrettes-tu parfois ?» J'ai réfléchi à la question. J'y ai vraiment réfléchi. Non, ai-je finalement répondu. Je ne le regrette pas, car pour la première fois depuis des décennies, je suis libre. Libre des attentes, libre des manipulations, libre d'aimer des gens qui ne m'aimaient pas en retour. Et après ? J'ai souri. Maintenant, je vis. Je vis, tout simplement, pour moi, par moi-même, comme j'aurais dû le faire il y a longtemps. Cette nuit-là, j'ai écrit dans mon journal, ce que je n'avais pas fait depuis ma jeunesse. J'ai écrit sur tout ce qui s'était passé, sur la douleur, sur la trahison, sur la libération. Et j'ai terminé par une phrase qui résumait tout ce que j'avais appris. Mon nom n'est plus le sien. Mon histoire ne fait que commencer. J'ai fermé le journal. J'ai regardé la mer sombre. Et pour la première fois depuis des années, je me suis sentie complète. Pas en tant que mère, pas en tant que victime, pas en tant que femme qui existait pour servir les autres, mais en tant qu'Hélène. Juste Hélène. Et c'était plus que suffisant.